Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC. On va faire les choses dans le détail. Il s'est passé beaucoup de choses, mais avec un focus, un zoom sur l'Ichimoku, parce que vous m'avez fait des retours assez favorables par rapport à ça, puisqu'il se passe justement des choses sur l'Ichimoku et parce que c'est accessible, ok, parce que généralement quand on commence l'Ichimoku, on pense que c'est très compliqué, et en fait on peut faire les choses simplement, ça peut passer aussi, et on a tout pour le faire simplement actuellement. Je vais y revenir. Question qui m'est également revenue très souvent, à laquelle je dois répondre là, c'est par rapport au Commitment of Traders. Vous avez vraiment apprécié cette nouvel épisode du Commitment of Traders ce week-end. On m'a demandé une fois de plus si on peut pas avoir quelque chose de plus nerveux que les COT qui sont publiés avec du retard. Regardez la vidéo de ce week-end, et également s'il est possible d'avoir quelque chose pour le CAC 40 ou le SBF. La réponse est non et non. Ok, on peut pas avoir plus rapide que les chiffres du vendredi pour un bilan du mardi sur la semaine précédente. Bref. On peut, mais pas pour vous ou moi. C'est les spécialistes, les professionnels, les institutionnels qui ont accès à ces données. Nous, on les a pas. Et deux, non, on n'a pas la même chose pour le CAC 40. Alors bien sûr, il existe des choses pour le CAC 40, mais c'est pareil, c'est pour les institutionnels. Nous, on n'a pas accès à ça. On peut l'approcher avec les put-call ratio, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est un peu compliqué pour l'instant. Peut-être un jour, je vous expliquerai comment faire, mais c'est pas une martingale de toute manière. Et on revient à notre SP500. Vous savez quoi, non, je vais commencer par le Nasdaq parce qu'il a été plus technique sur le l'Ichimoku, et quand j'explique des choses, j'aime bien quand les choses sont vraiment, on va dire, exactement comme dans la théorie. Ça arrive pas si souvent. Et regardez le Nasdaq. Alors le Nasdaq, j'avais expliqué deux choses. J'avais expliqué qu'on arrivait sur des difficultés majeures qui étaient la zone de résistance ici des 20-270, 20-180. Regardez les précédents épisodes et vous voyez, on est venu le toucher précisément le 2 mai, vendredi, et puis on est venu échouer lundi en actant la difficulté. Et j'avais expliqué également que là où l'Ichimoku pouvait nous intéresser, c'est parce que on a cette règle de la confirmation. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau des cours doit être confirmé par la lagging span, la courbe bleue ici, ou ça, c'est la Chikou span, ou la Chinku span, ou la lagging span, bref, tout ça pour dire la confirmation, quoi. Et je rappelle pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois que la lagging span, c'est simplement le niveau de clôture des cours reportés 26 périodes derrière. Bref, vous comptez 26 bougies, vous allez arriver là, et vous voyez, si je fais le prolongement, on est bien précisément sur le niveau de clôture de la séance du jour. Et ça va évoluer dans la journée au gré de l'évolution des cours, et ça va clôturer donc par définition au niveau où ça s'est définitivement fermé. J'avais expliqué que on avait réussi à passer l'oblique ici, et c'était une première victoire, mais que les traders Ichimoku aimaient bien que ce soit confirmé par un mouvement de la lagging span équivalent. Clairement, ce que je suis en train de dire, c'est que les cours ont échoué à passer l'oblique Trump ici. On a eu un reflux et on a réussi à faire là. Mais ça a été une difficulté quand même, ok? Et il en a été de même, comme très souvent, avec la lagging span. C'est-à-dire que la lagging span est venue se heurter à la même oblique ici, puisque c'est les cours reportés en arrière. Vous l'avez dit, vous avez compris, j'ai dit deux fois. Et donc, à mesure que les cours tergiversaient au contact de la résistance, la lagging span, elle, tergiversait au contact de l'oblique ici. Et donc, on a eu comme ça un faisceau de résistance dynamique et également statique, horizontal et également oblique, pour expliquer pourquoi on n'a pas réussi à passer. Alors bien sûr, c'est une lecture Ichimoku. Si vous n'êtes pas fan d'Ichimoku, vous allez trouver d'autres raisons, notamment simplement la présence de la résistance qui est là. Mais voilà, je vous donne une lecture purement Ichimoku. Et on va voir. Donc, si vous avez compris, eh bien, en creux, si on arrive à clôturer de telle manière que la courbe bleue ici se situe au-dessus de l'oblique, normalement, eh bien, imaginons qu'on clôture comme ça, eh bien là, normalement, on devrait avoir les coups des franges pour évoluer à la hausse encore. À ceci près, bien sûr, qu'il y a encore, si on fait de l'Ichimoku, la difficulté de la SSB. La courbe rouge ici, c'est la SSB, c'est pas facile à passer. Bref,
On n'est pas sorti de l'auberge, à mon avis c'est jouable, hein. À mon avis c'est jouable, mais il est écrit en termes Ishimoku que les cours vont avoir du mal à passer cette résistance, ils vont avoir du mal à passer la SSA, ils vont avoir du mal à passer la SSB, donc toute cette zone est une zone de poison, en particulier parce que la lagging span est en train de buter, 1, sur les courbes, mais ça c'est fait, on est passé au-dessus, 2, sur l'oblique. Ok. Ce qui m'amène à penser qu'il n'est absolument pas impossible, et ça tomberait plutôt bien avec la date, à savoir le 6 mai, sell in May and go away, que l'on échoue provisoirement, que l'on assiste à un comblement de ce gap, parce que ça serait un bon prétexte, et qu'une fois que l'on aura baissé, à ce niveau-là, on assiste à une nouvelle attaque avec une nouvelle impulsion haussière, ce qui correspondrait à la lagging span, à un échec, et puis finalement un passage en force avec derrière l'ouverture d'un potentiel haussier. C'est un scénario, je suis pas en train de vous dire ce qui va se passer, je suis en train de vous dire comment on peut trader avec ce scénario en tête et espérer gagner de l'argent tout simplement. D'autant que si on fait de l'Ishimoku jusqu'au bout, j'ai un setup ici qui est le Trado Twist. Vous connaissez si vous êtes des habitués. Ça c'est le nuage, ok. Le nuage, le Kumo. Vous avez 2 courbes qui forment le nuage, la SSB et la SSA. Et lorsque la SSA croise la SSB, ça s'appelle le twist. Ça c'est pas de moi, c'est l'exil, c'est le type même c'est le terme même. Regardez ce qui se passe lorsque vous avez un twist. Ça fonctionne beaucoup mieux à la hausse qu'à la baisse, comme toujours. Ok, donc regardez ça. Là, vous avez un twist. La SSA a croisé la SSB à la hausse. Ça s'est passé 26 périodes en arrière, puisque je le rappelle, la lagging span, c'est 26 périodes en arrière, et le nuage, c'est 26 périodes en avant. Donc, lorsqu'on a un twist, les cours sont là. Par exemple, là, vous voyez, en imaginant que l'on ait eu le twist, c'est faux. Et en imaginant que l'on ait eu les twists aujourd'hui, les cours seraient donc ici. Ok. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que si vous avez ce twist SSA SSB, eh bien vous allez pouvoir avoir derrière un signal haussier que vous connaissez bien. Je vais prendre un qui a bien fonctionné. Là, vous voyez, le twist a eu lieu ici. Vous prenez la distance parcourue avant le twist. Vous reportez ça par-delà le twist, c'est généralement 7 cas sur 10 selon mes stats ralliés. Vous allez dire oui mais c'était facile, on était déjà... Non, parce qu'en fait ça s'est passé avant. Mais là je dis simplement pour être complet par rapport à l'Ishimoku, on y reviendra naturellement. Là encore, regardez, au moment où ça s'est produit, le twist, là, il fallait compter 26 bougies en arrière, donc ça s'est produit quelque part par là. Et alors même que... on avait eu ce twist, on pouvait déjà fixer un objectif qui était à distance parcourue avant le twist, reporté par-delà le twist, qui a été touché à peu près par là. Okay. Et faites-le, entraînez-vous, parce que vous risquez d'avoir des opportunités à ce niveau assez intéressantes. Et vous remarquerez que très souvent, vous avez un objectif qui est ainsi rallié. Distance parcourue avant le twist, distance parcourue après le twist. Donc on va surveiller ça de près et ça fait partie du scénario global, c'est-à-dire que j'envisage que l'on ait des difficultés à partir de maintenant, et puis qu'après on descende, et puis qu'après on ait un twist, et puis qu'après on fasse la distance parcourue avant le twist reportée par-delà le twist qui nous amènerait à aller chercher les précédents sommets. Bon, c'est qu'un scénario, c'est un scénario probabiliste, ok? Et donc, à partir de là, si vous êtes haussier sur le Nasdaq, puisqu'on parle du Nasdaq là, eh bien, vous avez plusieurs solutions. Soit vous achetez maintenant, mais si vous achetez maintenant, il faut faire attention parce que vous êtes en contact d'une résistance. Alors, c'est pas impossible, hein, mais bon, vous avez clairement pas toutes les chances de votre côté. Si vous décidez d'acheter maintenant, à mon avis, il faut un stop serré ou un stop large, mais pas entre les deux. Donc un stop serré, c'est par exemple mettre un stop ici, super serré, pareil que ça va baisser, mais qu'on est protégé par le gap et que derrière on va remonter. La SSB est souvent utilisée comme une zone d'objectif parce que c'est une zone de résistance. Hein. On peut faire ça. On peut également se dire non, on va la jouer quand même plus sereine. On va se mettre sous cet autre gap là parce que tous les gaps, lorsque vous avez des V-corners comme là, les gaps sont généralement pas ralliés. J'ai bien dit pas ralliés. Regardez ce qui s'est passé lors de ces grandes attaques baissières. J'ai enlevé les Ishimoku là pour le coup parce qu'on voit rien. Ah non, c'est sur le Nasdaq, je l'ai pas. Non, enfin bon, je l'ai pas préparé, mais vous verrez très souvent qu'il y a des gaps qui sont verts et qui sont pas
refermer, bah forcément il suffit que je le dise pour ne pas en voir. Voilà, là vous avez un gap qui a été ouvert et qui n'a pas été refermé. Ouais, ici. C'est très souvent le cas, ok, lorsque vous avez des V-corners. Et donc, stop de protection large. Si vous voulez prendre encore plus de prudence, vous mettez sous les plus bas, vous dites voilà, on s'est bien amusé à se faire peur avec Trump, mais c'est bon, on n'ira pas plus bas, et vous achetez maintenant, vous visez haut, vous avez un stop de protection large, et puis vous voyez ce qui se passe. Si vous avez un biais qui est baissier, je pense qu'il est opportun de spéculer à la baisse maintenant. Hein. Pourquoi pas, vous avez plein de résistances. Mettez un stop de protection peut-être un peu large, parce que si jamais il y a une bonne nouvelle ou quelque chose, on risque d'aller embêter les stops de protection des baissiers. Donc protégez-vous quand même en collant pas le stop de protection. Vous pouvez utiliser la méthode des ATR que je développe, notamment dans la vidéo d'hier, préparation de la semaine de trading. Et puis pareil sur un complément de gap ou de ce gap-là. Bon, vous avez plein de possibilités. Et on va donc passer au SP500. Et le SP500, c'est pareil, mais c'est moins clean. C'est-à-dire que vous avez des éléments de comparaison intéressants. Le nuage qui va twister à bout d'un moment, normalement. Les difficultés à mesure que l'on arrive sur cette zone. Je pense d'ailleurs qu'on va monter encore. Je pense qu'on s'est fait peur aujourd'hui, mais on va aller chercher cette zone. Et on va avoir un échec de la lagging span sur cette oblique, de la même manière. Et on sait que le mai n'est pas bon statistiquement, mais on n'a pas dit que ça allait baisser maintenant. Ça peut très bien ne pas baisser, ou ça peut baisser le 15 mai ou le 28 mai, etc. Bref, j'ai l'impression que on peut monter encore, contrairement au Nasdaq qui est déjà au taquet par rapport à ses résistances. Et là, pareil, si vous êtes haussier, ben, vous pouvez acheter maintenant. Pareil sur le fait qu'on va monter, stop de protection ici, ou ici, ou là. Et si vous êtes baissier, pareil, stop de protection au-dessus, assez large, je dirais, pour éviter l'accélération haussière. Le stop de protection est pareil sur une baisse. Ok. Et on va aller sur le CAC 40. Là, c'est le signal que j'ai backtesté parce que on l'avait déjà backtesté sur le Nasdaq ou le SP500 la semaine dernière. Et il vient de se produire. Alors, tout d'abord, si on fait la lecture Ishimoku, comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'oblique équivalente à utiliser sur le SP500 qui est tombé sans consolider sa baisse. Donc, on n'a pas eu de séquence comme ça qui nous permet d'avoir ce qu'on a appelé l'oblique Trump. Néanmoins, on a des éléments de comparaison. On va avoir au bout d'un moment ici le twist. Quand on aura le twist, en imaginant qu'on ait le twist demain, mais ça ne sera pas le cas, mais en imaginant qu'on ait le twist demain, l'objectif deviendra de prendre la distance avant le twist, de reporter par-delà le twist. Ça vous donnera un objectif qui serait, en imaginant que ça se passe demain, voilà, d'aller faire encore 7% à la hausse. Okay, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais si je dis ça, ça veut pas dire qu'on va y aller d'une traite. On peut très bien baisser, corriger et puis monter derrière. Hein. Autre élément de comparaison, bah, le nuage qui va poser problème. Là, vous avez le bas du nuage qui va poser problème. C'est la SSB ici, hein, pour le coup. C'est pas facile à passer, d'autant que ça correspond à cette zone de résistance, la zone de résistance sur laquelle j'ai pris mon profit d'ailleurs il y a 3 jours. Pour toutes ces raisons, hein, c'est que c'est plus prudent après la hausse que l'on a eue. Et rien à dire de plus, si ce n'est au niveau un petit détour des moyennes mobiles. La M7 elle est haussière, donc la tendance immédiate elle est haussière, vous aurez pu vous en douter. La M20 elle est descendante mais au-dessus, donc la tendance générale elle est neutre. La M50 elle est au contact, c'est une résistance, ok. Mais nous en France on a réussi déjà à passer au-dessus de la M200, donc la tendance de long terme est déjà redevenue haussière pour le CAC 40. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse au niveau de l'Awesome oscillateur, avant que j'oublie parce que c'est dans mon esprit depuis 30 secondes, c'est long, mais vous avez sous la vidéo un chapitrage. Donc ça vous permet d'aller directement chercher ce que vous voulez à partir de maintenant. Si ça vous intéresse pas les marchés américains, allez chercher le chapitrage en bas et vous perdrez pas de temps avec ce qui vous intéresse pas. Moi je vous parlais de l'Awesome oscillateur que j'ai testé pour vous la semaine dernière sur les indices américains. Et regardez, il vient de délivrer son signal ici. Ok. Et ce qui est bien, c'est que comme je l'ai déjà testé, ça va aller vite. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'acheter au moment où l'Awesome oscillateur devient au-dessus de 0, de mettre un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier de l'oscillateur. Donc le cycle baissier de l'oscillateur, ça va de là jusqu'à là. Le plus bas il est là.
Donc en fait, ça c'est notre stop de protection et il est actuellement à moins 12,27. Donc basé sur ça, regardez ici, vous avez un signal par exemple. Donc basé sur ces principes, est-ce qu'il est plausible à partir du moment où on a eu le signal aujourd'hui de faire au moins une clôture en plus-value? La réponse est oui à 82%. Alors ça sert à quoi? Ça sert à des gens comme moi par exemple qui ont déjà acheté. Il n'y a pas d'urgence à sortir parce que dans 82% des cas, on devrait aller plus haut encore. Okay. Est-ce qu'il est envisageable de faire R1? R1, donc ça veut dire moins 12,48 à peu près vers le haut, donc plus 12,48. La réponse, c'est pas vraiment. Ça a fonctionné 47% des cas uniquement. Donc ça a fonctionné 15 fois, ça a échoué 17 fois. Donc si vous le faites, vous allez perdre de l'argent. Comme quoi, vous voyez, ce qui était vrai sur les indices américains n'est pas vrai pour le CAC 40. Et comme quoi, vous voyez, faut pas penser que les signaux sont universels, c'est une lourde erreur. Si vous faites encore et encore sur le CAC 40, ce qui semble fonctionner sur le marché américain, vous allez perdre de l'argent jusqu'au moment où vous allez être ruiné. Non, la bonne stratégie, elle n'est pas là. C'est pas non plus R2, parce que R2, c'est-à-dire, je sais plus comment on a dit, 12,7 x 2, donc 15,4. Non, 12,7, enfin bon, vous faites multiplier par 2. Et donc là, ça a fonctionné dans 33% des cas uniquement. Ça a fonctionné 11 fois et ça a échoué 22 fois. Au moins, on est à l'équilibre, puisque vous gagnez 2 fois plus quand vous avez raison, puisque vous avez R2, donc 11 fois 200 ou 2000 ou 2 millions, ce que vous voulez. Ça fait 22 000 ou 2200 et vous avez perdu 22 fois 100, 2200, donc c'est blanc. Si ce n'est que vous avez encore les frais, mais bon, ça a fonctionné en 33% des cas. Non, la bonne solution, c'est de viser R3. R3, ça n'a fonctionné que dans 30% des cas. Mais ça a fonctionné donc 10 fois, ça a échoué 23, mais vous gagnez R3, donc 3 fois votre risque initial. Si vous avez risqué 100, vous gagnez 300, 10 fois 300, ça fait 3000, moins 23 fois 100, 2300, et là ça devient rentable. Attention, ça fonctionne dans 30% des cas, donc vous allez vous planter très souvent, mais au regard des 32 dernières occurrences, c'était rentable de fonctionner comme ça. Donc 12 fois 3, 36 quoi. Voilà, on a fait le tour. Merci infiniment pour votre fidélité. Vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous n'avez pas encore regardées éventuellement. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG pour découvrir les Turbo 24 comme dans la vidéo préparation de la semaine de trading. Vous avez la vidéo sur l'or, sur les ETF, bref, plein de choses. Non, ça j'en parlerai demain. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.